Eh bien, bienvenue à tous à ce tuto Quarto qui est très exceptionnellement avec public aujourd'hui. Alors attendez, parce que j'essaie de retrouver un petit peu. Donc voilà, aujourd'hui on va avoir un tuto présenté à deux voix par Solène et Bénédicte, donc Solène Roux et Bénédicte Garnier. L'une qui est dans un laboratoire de psychologie à Toulouse, mais je vais les laisser se présenter, et une autre qui est à l'INED, en région parisienne. Donc je vous cède Bordeaux, dans le sud. Donc je vous cède la parole et bon tuto à toutes et tous. Bonjour à toutes et toutes, vous entendez Bénédicte, parce que vous me voyez, mais vous m'entendez. On va faire cette formation à deux voix, et donc c'est moi qui vais commencer par prendre la parole. Solène va enchaîner, je vais reprendre la dernière partie. Donc on remercie d'abord l'équipe de tuto pour cette invitation exceptionnelle, dans un contexte exceptionnel. Donc on a fait une présentation assez exceptionnelle. Donc on a accepté cette invitation au tuto, il faut que je parle plus fort, d'accord. Donc on a accepté cette invitation parce que c'est sur une énième copie, ça nous permet de travailler encore un petit peu plus ensemble pour préparer ce sujet. Donc, on vous a proposé un sujet qui est de publier un site créé avec Quarto dans RStudio. Alors pourquoi nous, on n'est pas les plus expertes ni de R, ni de RStudio, ni de Quarto, ni des formes, mais on est utilisatrice. Donc, ce qu'on veut vous faire partager, c'est notre expérience d'utilisatrice. Parce que sur le sujet, il y a d'autres tutos qui ont été dispensés sur ce sujet. Et de toute façon, on va vous laisser plein de ressources, plein de liens. Alors, on va vous montrer déjà quel est notre usage de Quarto dans RStudio. Et après, on va vous faire une petite démonstration qui sera de faire un site et ou de publier ce site sur une forge ou de le transmettre, ceux qui veulent le transmettre. Donc, nous, on se sert de site ou de Quarto pour faire des présentations, pour faire des paragraphes, des supports de cours, divers emplois. Et donc, le site, vous l'avez à l'écran. Donc, il est pour l'instant fermé. Il n'y a que nous, que Solène et moi qui en avons accès. Et on va vous l'ouvrir dès la fin de ce tuto, comme ça, on est tout sûr que vous allez nous écouter. Donc, en fait, on va passer en revue. Donc, on va faire une présentation. Donc, on va déjà vous montrer un diaporama fait dans Quarto, avec plein de liens dedans. Et après, on va faire une démonstration. Et en fait, tout ce qu'on va vous présenter, c'est dans la partie support. Et après, il y aura une petite application que vous avez laissée, votre site de recettes. Je vais vous demander de faire avec nous, en même temps que nous, en fait, un petit site de recettes. Et donc, vraiment en live, donc on va essayer de se débrouiller avec le partage d'écran, les différentes fenêtres, et un seul ordinateur, et à distance. Et après, en fait, vous voyez dans le site qu'il y a autres ressources, donc il y a plein de références qu'on vous fera et que vous pouvez retrouver. Voilà. Alors, je laisse la parole à Solène. Oui. Merci. Moi aussi, je remercie aussi l'équipe des tutos pour leur invitation et Bénédicte pour ce passage de relais. Donc voilà, pour compléter ce que tu disais, en fait, on a créé un site avec plein d'éléments, différents éléments qui vous seront utiles pour créer un support de présentation ou un site en ligne. Mais d'abord, on va refaire une petite mise en contexte, donc avec une présentation de Quarto, un peu redéfinir ce que c'est. Donc là, la présentation a été faite sous Quarto avec quelques petits artifices parce que voilà, on est content de se retrouver pour ce tuto exceptionnel. Donc Quarto, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est donc un système de publication scientifique et technique open source basé sur Pandoc. Ça permet, en fait, en quoi c'est utile ? Parce qu'en fait, ça permet de publier des documents sous différents formats. Donc, de la documentation sous forme de slide, donc type PowerPoint, des documents type Word, des PDF ou encore des documents HTML. Ça permet de publier différents types de documents, donc ça peut être des supports de présentation, des livres, des bookdowns, des sites internet et des articles. Vous pouvez complètement rédiger un article scientifique de A à Z avec Quarto. Il intègre différents langages de programmation, donc que ce soit R, Python, Julia, et également le langage Markdown, qui est celui-là est basé sur Pandoc, donc avec le R Markdown, et intègre également, on peut mettre des balises HTML et plein d'autres choses.
mis les fichiers CSS, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut également ajouter. Alors, un petit peu d'histoire. En fait, Quarto a été développé par des personnes par les mêmes personnes en fait, qui ont développé le R Markdown, donc qui sont salariés de l'entreprise Posit qui développe RStudio. Et en fait, leur idée, c'était pas de créer un outil concurrent à R Markdown, mais bien de créer quelque chose d'amélioré. C'est-à-dire qu'en fait, Quarto, c'est un peu la suite logique de R Markdown. J'entends, j'ai des collègues par exemple qui me disent « Oh, mais pourquoi je vais m'embêter à faire du Quarto alors que j'utilise R Markdown, ça fonctionne très bien ». Oui, ça fonctionne très bien, sauf qu'en fait, Quarto permet de faire beaucoup de choses, tout ce que permet R Markdown, mais en plus de ça, c'est intégré, c'est-à-dire que ça réduit les dépendances entre librairies, on a moins besoin d'installer de plugins, etc. Tout est intégré en fait avec Quarto, ce qui n'était pas le cas avec R Markdown. Quarto, et ça aussi, c'est une petite question quand les gens disent « Ah ouais, bon, je travaille sur Quarto, mais c'est quoi ce nom? Pourquoi Quarto ?» En fait, Quarto, c'est un clin d'œil, une belle référence à l'édition tout simplement. Donc, c'est un petit clin d'œil à l'histoire de l'édition, puisqu'en fait, vous connaissez peut-être le folio. Eh bien, le Quarto, c'est en fait un texte qui est plié, donc qui est imprimé sur brochure, avec quatre parfaces. Donc plié en deux pour former 4 feuillets, et donc ça désigne un quarto comme vous pouvez le voir sur l'écran. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le plus ancien livre imprimé européen connu est un quarto. Donc il a été attribué à Gutenberg en 1452-1453. Ne rajeunit pas. Donc Quarto, donc ça c'était pour la petite parenthèse historique. Le Quarto, donc Quarto, où est-ce qu'on peut l'utiliser? En fait, surtout plein d'IDE. Donc nous, on va vous le présenter sous RStudio parce qu'en fait, on est utilisatrice de RStudio, mais si vous êtes plus habitué à utiliser VS Code, c'est tout à fait possible de l'utiliser avec VS Code, ou si vous êtes un petit peu taquin, vous pouvez aussi l'utiliser avec l'environnement Jupyter. Ça fonctionne très bien aussi. Alors, Quarto avec RStudio, ça c'est pour la petite blague, ne pas confondre, ce n'est ni un salon pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont donc plutôt adeptes de JupyterLab au hasard. Donc RStudio, ne pas confondre avec un salon de coiffure, c'est un réel salon de coiffure qui existe dans le nord de l'Angleterre, ni avec une compagnie aérienne totalement fictive, elle pour le coup. Donc c'est bien RStudio, le logiciel qui est développé par Posit. Donc, il existe d'autres solutions. Donc, en parlant, effectivement, Quarto, pourquoi Quarto? Moi, j'utilise MKDoc, ou j'utilise ce qui avant s'appelait CodeIMD, EdgeDoc. Oui, ok. Ce sont effectivement des façons de publier et d'éditer du texte en Markdown, mais en fait, en aucun cas, ça ne permet le multilangage et l'exécution de documents multilangage et notamment la programmation lettrée telle que le permet Quarto. C'est-à-dire que ça permet MKDoc, CodeIMD, HackMD, c'est de la prise de notes collaborative. Donc c'est très utile, très puissant. C'est basé sur du langage Markdown, donc un langage léger. On y faisait référence lors du résumé du tuto. Allez voir le tuto de Daphné Matelier sur Markdown. Elle explique tout le langage Markdown et toutes les subtilités de ce langage. Vraiment, c'est il est très complet ce tuto en plus. Donc voilà, allez vous y référer. Il a été fait il y a 2 ou 3 ans, mais il est toujours très actuel. Donc ça, voilà, ça permet la prise de notes collaborative. Que permet Quarto? Quarto, en fait, on peut faire de la programmation lettrée. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire un calcul dans un petit chunk R avec une jolie présentation de tableau de contingence, par exemple, et rédiger l'explication qui va avec dans le même document, au sein du même document. Ce que ne permet pas MKDoc, par exemple. Donc R Markdown, je le disais précédemment, en fait, Quarto, pardon, c'est R Markdown plus 1, c'est-à-dire ça reprend le R Markdown, mais en intégrant, en étant plus intégré et donc en réduisant les dépendances. Donc quelques éléments à connaître si vous voulez vous lancer dans un projet Quarto.
Donc les YAML, alors ça, je connais personne qui sait le prononcer correctement. Je ne sais pas si c'est possible. Les YAML, donc on va vous détailler tout ça après. Ce sont des fichiers en fait séparés avec une extension séparée ou en tout cas des parties du fichier. De certains fichiers. Les CSS, alors ça, CSS, ce sont des documents que vous avez peut-être un peu plus l'habitude, surtout si vous faites du HTML. C'est pour faire de la mise en forme, donc c'est le même principe avec un projet Quarto. Et on va également aborder, alors assez rapidement, parce qu'il y a plein de ressources sur le sujet, les bibliographies. Comment intégrer une bibliographie, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait rédiger entièrement un document, un article scientifique dans Quarto, eh bien, on peut complètement intégrer une bibliographie qui serait par exemple dans Zotero et l'intégrer complètement dans un projet Quarto. Donc le YAML, qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, là, par exemple, on vous a mis un extrait de notre YAML, de ce support de présentation, en fait. Donc c'est une partie qui est séparée par les 3 petits tirets qui se trouvent à l'entête de chaque document que vous allez créer dans Quarto. Donc que ce soit un document pour faire un docx.r ou un fichier PDF, ou que ce soit pour faire un support de présentation, par exemple, ou même un site internet. En fait, dans chaque document Quarto, vous allez avoir cette petite partie en tête, et ça va vous préciser donc le titre du document, le sous-titre si besoin. En fait, tout ça, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Le titre, bon, en général, vous mettez un titre à votre document, mais voilà, si vous n'avez pas envie de spécifier un auteur, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Voilà. Après, donc, vous retrouvez le format, donc ça, c'est un petit peu obligatoire. Donc, c'est au format Reveal.js. Pourquoi? Parce que là, on est sur une présentation de type PowerPoint, donc avec des slides. Et après, donc, vous avez le thème, par exemple, là, donc j'ai pris un thème qui est prédéfini, donc Quarto, qui est le thème dark, auquel j'ai accolé un CSS. Donc avec des spécificités, pour pas que le dark soit trop dark. Ensuite, donc pour les CSS, donc là il y a 2 exemples de CSS, je suis désolée, c'est un peu petit. Donc c'est des balises assez classiques de ce qui se fait en CSS avec donc les commentaires qui se font avec les slash et les petites étoiles. Toutefois, une petite chose à savoir quand même, les fichiers que vous allez créer quand vous allez créer un site internet ou un document Quarto, ça sera bien un fichier avec une extension .css, mais il y a une partie où c'est vraiment du CSS avec vraiment le langage CSS qu'on a l'habitude d'utiliser, et il y a une autre partie, c'est du SCSS avec des balises en fait prédéfinies. Donc là, il y en a quelques-unes, par exemple, toutes les balises en fait qui commencent par $, par exemple $body-background. Donc ça, c'est pour définir la couleur du corps du texte en fait. Voilà, donc ça, il y en a différentes. Vous pouvez retrouver ça. On vous donnera les liens dans différentes ressources. Donc on peut paramétrer son fichier à l'infini. Même intégrer des petits dalmatiens dans une présentation, c'est tout à fait possible, ou mettre des confettis. Voilà. Les bibliographies, donc on vous en a parlé dans la mise du plan, donc il est tout à fait possible de lier une base bibliographique en ligne Zotero à son projet Quarto sous RStudio. Donc là, je vais passer très vite fait. On a une page en fait dans le site que Bénédicte vous a montré tout à l'heure. On a une page voilà, avec un petit pas à pas qui explique comment faire ça. Et puis il y a un autre site ressources voilà, qui détaille très bien ça, parce qu'en fait, on n'est pas les seuls à faire des tutos sur Quarto, il en existe déjà plein. Donc voilà, allez voir toute cette documentation, allez vous inspirer de ce que font les autres. Nous, c'est comme ça qu'on a appris. Ça marche plutôt pas mal. Et donc, on peut aussi facilement faire des notes de bas de page, comme vous le voyez en Quarto, dans une présentation, dans un document. C'est vraiment assez simple. Donc là, pour vous donner encore plus envie d'utiliser Quarto, si jamais vous n'étiez pas convaincu, on va vous présenter quelques exemples en fait de ce qu'on peut faire. Alors par exemple, ça c'était la présentation donc, que vous avez pu retrouver sur le site des tutos ou dans les mails de l'équipe des tutos. En fait, on avait rédigé notre présentation, notre résumé en Quarto avec Bénédicte. Donc voilà, vous voyez, c'est un document tout simple avec juste des liens. Là, par exemple, il y a absolument pas de code. Voilà. On peut également faire un document en intégrant des images. Donc ça, c'était un bilan du réseau Somaté. Donc avec des petites photos, avec un menu et puis voilà
le menu qui se trouve donc à droite et qui défile et qui s'agrandit au fur et à mesure qu'on déroule le document. Voilà. On peut également, puisque c'était un peu comme ça qu'on vous vendait le sujet par rapport à ses concurrents, on peut également rédiger des documents avec du code à l'intérieur. Voilà. Donc ça, c'est assez facile avec aussi une petite table des matières à côté. Un autre exemple, donc ça c'était des documents, format document, donc exportable en docx ou PDF. Un autre exemple de présentation, support de présentation, on présente ce qu'on connaît. Donc par exemple, un support que moi j'avais fait pour un autre tuto à maths. Où en fait, donc un support, alors pardon pour la vitesse d'exécution, mais c'était pour vous passer le côté image, mais vous voyez en fait, donc on peut intégrer des images, on peut faire des effets aussi d'avancement, présenter avec des listes à puces, intégrer des images, des schémas, et également du code, avec le résultat du code. Donc tout ça, par exemple, c'est du code qu'on peut tout à fait recopier avec la sortie du code ici, donc en déroulable, ou sinon, voilà. Et donc là, par exemple, on a le graphique avec son code associé, mais on peut très bien aussi sortir le graphique sans faire afficher le code. Là, c'est chacun qui choisit, selon la présentation souhaitée. Donc là, on vous a présenté donc, les documents, un diaporama, mais nous, là, lors de ce tuto, on va surtout vous présenter comment faire un site. Et donc, un site qui est très bien fait, un site complètement développé en Quarto, déposé et déployé sur GitLab. Le GitLab du Manu, on va utiliser le même au cours de ce tuto. Donc, c'est celui de l'école d'été SOSHS qui a eu lieu donc, en juin 2025. Donc, il est complètement développé dans Quarto, donc avec tout ce qu'on peut retrouver quand on s'attend à aller sur le site d'une école d'été. Donc, l'accueil, les programmes, l'équipe pédagogique, les instructions d'installation avec les petits tableaux avec différents onglets selon qu'on soit utilisateur avec un OS plutôt sous Windows ou Linux. Voilà. Et un autre exemple, et là, donc en fait, l'autre exemple, en fait, c'est, vous allez reconnaître, c'est la copie de l'école d'été, de l'école thématique, pas l'école d'été, de l'école thématique SOSHS. En fait, pourquoi on s'amuse à recopier ce site avec Bénédicte? En fait, c'était pour faire une formation interne aux copines de maths qu'on a fait, qu'on a dispensé donc en 2025. Et en fait, on voulait leur montrer que c'était vraiment pas si compliqué que ça de faire un site sous Quarto. Alors, ça nécessite quelques connaissances, mais en fait, c'est pas si compliqué de faire un site assez simple et assez léger. Et du coup, en fait, on a recopié le site de l'école thématique qu'on vous a montré précédemment. Donc voilà, donc ça c'est un petit exemple. Pour continuer dans les exemples, on peut aussi intégrer dans un diaporama ou dans un document Quarto une petite carte. Donc là, c'est avec le package leaflet. Donc là, on a mis là où nous sommes, le Copil en présentiel, nous sommes sur le campus de Jourdan. On peut aussi intégrer des tableaux dynamiques avec, par exemple, donc là c'est un tableau avec tous les tutos et donc classés selon différentes catégories. Et donc, vous voyez, c'est interactif. Par exemple, si je cherche un tuto sur Markdown, voilà, il apparaît quand je tape ici. Alors, attention toutefois avec l'interactivité. C'est vachement bien quand on fait des sorties en HTML, donc pour des présentations en HTML, quand on fait des sites internet, etc. Mais quand on fait une présentation ou un document en HTML avec un site interactif et qu'en fait, on vous l'a dit, dans Quarto, on peut faire du multi-format, donc c'est-à-dire se dire, on va faire une sortie HTML, une autre sortie en PDF, une autre sortie en docx. En fait, tout ce qui est interactif, en PDF, ça va beaucoup moins bien marcher. Donc voilà, juste pensez à ça. En fait, quand vous êtes sur du multiformat, bien intégrer que ce qui peut être dynamique en HTML le sera beaucoup moins sur des formats plus figés.
Évidemment. Je le dis parce que moi, je me suis fait bêtement avoir avec mon code qui tournait pas et je voyais pas où venait le problème. Voilà, c'est le genre de petites choses sur lesquelles on peut bloquer, alors que ça paraît assez évident. Et ensuite, voilà. Donc ensuite, on vous l'a dit, pour déployer, donc ça peut être un document, une présentation. Là, la présentation, elle est déployée également sur une forge. En fait, elle est intégrée à un site, mais on peut déployer juste une présentation sur une forge. Donc en forge, que vous soyez utilisateur de GitHub ou de GitLab, c'est légèrement différent, mais globalement le procédé est le même. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être un as en informatique pour pouvoir utiliser ça. Vous pouvez soit copier une clé SSH, soit un jeton, donc un token, et lier très bien votre projet développé dans RStudio sur une forge. Donc voilà, donc ce support, comme je vous l'ai dit, donc ce support de présentation a été entièrement réalisé sous Quarto et on peut accéder à son code, donc tout sera accessible. Hein. On peut accéder à son code directement en cliquant sur donc, ce petit bouton code. Donc, je vais l'ouvrir dans un autre onglet et voilà, en fait, vous voyez, donc là je suis sur la forge. En fait, c'était dans un document qui s'appelait présentation.qmd. Donc tous les documents Quarto sont au format QMD. Ok, donc là, vous retrouvez la partie YAML ici, qui est en fait un petit peu plus grande que celle qui était présentée dans mon support de présentation tout à l'heure, parce qu'il y a le petit plugin Confetti, voilà, qui permettait de faire le petit confetti en noir et blanc. Voilà, la bibliographie, etc., enfin différentes choses. Et après, une fois ces trois petits tirés, après, donc, chaque slide est séparé par ces trois petits tirés, et puis après, c'est du markdown. Hein. Les titres, ce sont les deux petits croisillons. Alors, croisillon, on m'a dit que c'était vraiment connu de personne. Soit on dit dièse, soit on dit hashtag, moi je dis croisillon. Donc, voilà. On peut faire une petite liste à puces. Là, le AirSheet Text, par exemple, ça s'est fait pour que le contenu de votre slide s'adapte en fait à votre fenêtre et pas que ça déborde partout, que ce soit trop gros ou trop petit. Voilà. Après, il y a des listes à puces, il y a si on fait des tableaux en colonne, etc. Voilà, intégrer une image, ça se fera de cette façon. Ça, on va vous détailler ça tout à l'heure. Et petit tips aussi pour les utilisateurs de R Markdown qui souhaiteraient passer à Quarto, tous vos fichiers ne sont pas à jeter et vous n'êtes pas obligé de faire des copier-coller interminables pour pouvoir transformer vos documents RMD en QMD. En fait, un document RMD se transforme très bien en QMD, il suffit de changer l'extension et de rajouter la petite partie YAML, en haut de votre document. Donc voilà, il n'y a que ça à faire entre lignes. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette présentation. En ligne pour l'instant aucune. Ici, on présente, oui. Oui, merci pour la présentation qui donne envie de se mettre à Quarto tout de suite sans avoir jamais fait de Markdown. Je pense que c'est mieux d'aller directement sur Quarto, du coup, plutôt que de faire une transition. Deux questions l'une sur le thème le plus récent. C'est quand tu dis qu'il suffit de changer d'extension au fichier Markdown et de mettre le YAML. Est-ce qu'on ne mettrait pas d'abord le YAML avant de changer d'extension? Ou c'est pas pénalisant, on peut le faire n'importe quel ordre? C'est pas pénalisant. Ouais, c'est un fichier texte en fait, donc il n'y a pas de. Ouais. Et quand tu dis que tu fais un site internet, il est où ce site internet? Il est déployé sur la forge. Ou pas, voilà. On peut faire un site internet en local, donc vraiment avoir ta structure du site internet qui va s'ouvrir dans un navigateur, mais en fait qui sera que sur ton ordinateur. Comme un fichier HTML en fait. Comme un fichier HTML, exactement. Et du coup, dans ce cas-là, tu le zip et tu le mets dans un dossier zippé que tu peux transmettre. Soit tu le déploies sur une forge. Donc, GitHub, ce genre de choses. Merci beaucoup. Il y a peut-être une question qui arrive. Ah, peut-être sans traduire. Ok. Mais tu peux continuer. Les équations. Il y a une question. Tu prends bien les équations mathématiques. Oui, tout à fait. Alors en fait, là, il va reprendre. Il va reprendre le format LaTeX
Donc avec, par exemple, pour faire une équation, j'ai pas mon R, allez, hop, j'ouvre, non, vous voyez pas mon R. Et que j'arrête le partage et que je réouvre, mais je peux le faire, cela dit. Ça fait un joli petit bruit. Ouais. Alors, elle arrive, l'équation. Pardon. Il y aura pas mal de moments où on va. Non, c'est pas un problème. Ça ouais. montre l'interactivité, il n'y a pas de problème. Et ça permet aux questions d'arriver, il n'y a aucun souci. Donc, par exemple, donc, quarto document. Ah, donc là, bon, je mets mon titre équation. Hop, je mets pas de terme ni rien. Donc, vous voyez, je crée mon petit document quarto. Alors, par défaut, il vous met en éditeur visuel. Moi, comme j'aime pas ça, je l'enlève, mais vous pouvez le laisser. Et donc, pour faire des équations, ouais, en fait, c'est pas très compliqué. Par exemple, je sais pas, vous voulez faire Racine carrée. racine carrée de, allez, alors, racine carrée, De 9. Racine carrée de 9. C'est plus faire la racine carrée. Ouais, c'est SQRT, mais je suis pas sûre que là il le fasse. Peut-être pas un paquet de formules, c'est ça qui est chiant. Hop, et est-ce qu'il. Hop. Ouais, ça marche pas. Ouais, c'est ça, après il faut regarder. Ah, il y a quelqu'un qui propose le slash SQRT. Ouais, c'est ça, il faut un slash. Ça, Merci, c'est si vous voulez Ricardo. faire une lettre avec. Voilà. Mais sinon, pour racine carrée. Ouais, c'est le slash, c'est ça. C'est le backslash. Regarde, le backslash. Ok. Tu l'appelles, ouais, elle l'appelle Voilà. pas comme ça, le backslash. Donc, en fait, alors pour les équations, en fait, si vous écrivez une équation comme ça qui est à part, vous mettez entre deux dollars. Si par contre vous voulez écrire, vous allez, hop. Si, ils sont dissipés. Ah, c'est ça d'être en public, c'est terrible. Hein. C'est dur. Si par contre vous écrivez dans le genre, par exemple, le résultat est égal à, que je fasse pas de faute non plus, égal à x, n'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Voilà, par exemple. Et en fait, vous rédigez, vous mettez qu'un seul dollar entre vos formules. Mais après, oui, c'est assez facile. Vous pouvez faire des équations un peu plus complexes. Je sais pas. Ouais, vas-y. Ah bah vas-y, dis-le. En fait, quand on ne sait pas trop et qu'effectivement l'éditeur visuel il sert à ça dans les Markdown, en fait, parce qu'en fait, il nous donne accès à des boutons qui nous facilitent l'écriture. Par rapport au Markdown. Par rapport au Markdown, en fait, pour qu'il rédige directement. Donc, si effectivement on passe de l'onglet source à l'onglet visuel, Ici. on a plein et on doit avoir un menu qui doit nous permettre d'écrire des équations. Mais c'est facile. Mais là, par exemple, pour faire cette équation, vous voyez par exemple toutes les lettres grecques, en fait, si on a un backslash devant, en fait, elles apparaissent. Voilà, elles apparaissent de bon format. Donc, le temps que vous étiez dans les équations, Ouais. il y a eu une question sur les notebooks. Par rapport à utiliser Jupyter Notebook. Moi, j'ai un début de réponse. C'est pas les mêmes outils de toute façon. Voilà, c'est pas les mêmes outils. Et on ne peut pas faire, enfin, pour faire un site web ou avoir autant de les slides et en Jupyter Notebook, c'est quand même moins immédiat. Alors, moi, je suis pas utilisatrice de Jupyter Notebook, mais Disons que le Jupyter Notebook permet vraiment de faire de la programmation lettrée, alors que le Quarto permet de faire de l'édition plus que de la programmation lettrée. C'est deux outils. Il permet aussi de faire de la programmation lettrée, mais effectivement, Tu lances moins ton code, enfin, c'est moins immédiat. Ouais, le module éditorial est plus poussé, je pense, en Quarto. Mais après, à vérifier. Oui, pour moi, en tout cas, dans mon utilisation, il y en a un qui est plus du côté de l'édition et l'autre du côté de la programme. Nous, on est plus dans les analyses avec R, on a plutôt du RStudio, mais pas dans RStudio. Hein. Ce qui veut dire qu'il faut manipuler plusieurs outils. Ouais.
Il y a une autre question. J'ai encore des questions en attendant que ça arrive en ligne. Comment on installe Quarto? Quarto, bah alors en fait, c'est intégré dans la dernière version de RStudio. C'est intégré depuis 2022. Dès que tu installes RStudio, tu as Quarto. Super. Et est-ce qu'on peut utiliser Quarto avec Obsidian? Est-ce que vous avez déjà essayé? Non, je vois pas pourquoi. Non, j'ai jamais essayé, mais en fait, Obsidian, c'est un éditeur de texte, c'est ça, enfin, pour faire de la prise de notes. Oui, mais en fait, on peut faire plein de choses avec. Genre, on peut utiliser un Markdown avec Obsidian aussi. On peut utiliser Markdown avec Markdown. Oui, voilà. Et on ne peut pas faire de calcul. C'est du collaboratif, c'est comme EdgeDoc, en fait, c'est ce genre de choses. C'est pas du tout. Après, moi, honnêtement, pour prendre des notes, tout le temps, je supporte. Je n'utilise plus ni EdgeDoc, ni Obsidian, ni quelque chose. Après, ça, c'est très personnel. Hein, enfin... Et comment on fait quand on veut prendre des notes et partager des notes avec quelqu'un qui n'est pas du tout utilisation de R ou de Quarto, qui puisse intervenir sur le fichier et enregistrer les changements et autres? Alors là, nous, on a, par exemple, là, pour monter le tuto, en fait, on a tout mis sur une forge. Donc, en fait, c'est GitLab. On a tout mis sur GitLab et en fait, on a fait du collaboratif comme ça. Mais effectivement, tu vas demander à une personne qui n'utilise pas Quarto ou Git. Oui, on ne va pas utiliser Git pour faire des reporting auprès de ses supérieurs, pour qu'ils vérifient et que tout est bien. On ne va pas leur demander d'utiliser une forge. Non, mais dans ce cas-là, après, tu utilises un autre. C'est pour ça qu'il y a d'autres outils, comme par exemple, tu utilises EdgeDoc ou Akmd. Il faut quand même qu'ils écrivent à un moment donné en Markdown. Pas forcément, parce que souvent, tu as un volet en fait où tu peux écrire. Des deux côtés? Ouais, des deux côtés. Sur le S-Drive du CNRS, il y a un outil qui permet de faire du Markdown et on ne voit pas du tout le code. Écrit directement en gras et c'est du Markdown. Ouais. C'est un éditeur natif, ouais. L'éditeur de la suite numérique de l'État, il y a un Etherpad de la suite numérique de l'État maintenant qui te permet de faire du collaboratif. Ouais, c'est cool ça. Et il est basé sur Markdown aussi. Tout à fait. Mais il n'intègre pas de code. Voilà. Il faut toujours choisir le bon que c'est des diaporamas. C'est ça. Donc, Obsidian est peut-être mieux pour faire c'est de la prise de notes. Après, il me semble qu'un des premiers usages qu'on a eu, moi personnellement, sur Quarto, c'est de faire des petits pas à pas où effectivement j'explique ce que je fais, je mets le code, j'explique les résultats, etc. Et en fait, ça me sert des documents à distribuer à quelqu'un avec qui j'ai travaillé, comme ça il a l'action, il sait comment faire et comment refaire sans moi. En fait, c'était vraiment le premier étage, tu expliques tout, en fait, ce que tu fais, et ça fait une page, un document qu'on peut transmettre. Ouais, en fait, moi, la base, pourquoi j'en suis venue à ça, à utiliser Quarto et Markdown avant, c'est quand tu fais une analyse stat pour des collègues, et en fait, j'avais tendance à leur transmettre le résultat, mais en fait, c'est quand même vachement bien qu'ils voient aussi tout le processus et les choix qui ont été faits, en fait. Du coup, avec Quarto, ils ont tout le détail et je leur cache pas le code. Ils ont accès au code et même s'ils ne maîtrisent pas R, c'est pas grave en fait. C'est qu'au moins, ils voient, ça laisse une trace de tout ce qui est fait. Et en plus, au niveau reproductibilité, c'est de plus en plus demandé. Donc, de partager son code. Donc ça, c'est un outil très utile pour ça. Ouais. Et est-ce que du coup, tu sais, ou il y a déjà des expériences de partager justement quelque chose qui aurait été fait dans Quarto vers un cahier de laboratoire électronique? Alors, je suis pas assez connaisseuse des cahiers de laboratoire électronique, c'était mon chantier pour 2026 personnellement. La bonne résolution. La prochaine fois, je me dis que c'est vocabulaire. Donc Forge, tu as dit c'est GitLab. GitLab, parce que... Est-ce qu'une Forge, c'est n'importe quel truc qui permet de déployer sur Internet ou non, il faut quand même que ce soit un truc Git? Non, parce que je suis pas assez connaisseuse de ça. Je pense que c'est juste pour déposer des logiciels. Ouais, c'est ça. Mais en fait, c'est pas forcément sur Git. Ça s'appelle SVN, je pense. Enfin, il y a d'autres zones de dépôt, en fait. Ouais, c'est ça, c'est une zone de dépôt. Et des fois. Ouais. Et qui permet de faire des forks. Ça permet aussi de forker, c'est-à-dire que tu puisses cloner le travail de quelqu'un. C'est ça l'avantage des Git, que ce soit GitLab ou GitHub,
c'est que du coup, tu peux récupérer le travail de quelqu'un, et comme ce qui a été fait pour la copie de l'école thématique, et de pouvoir le forquer. On n'a pas fait ça. Ouais, non, mais on peut récupérer le travail des autres. Et vous pourrez Forquer, c'est un terme très Pareil. alien. Oui, voilà, c'est le forquer, c'est vrai que moi je le comprends, en tout cas, comme récupérer, rapatrier, faire une copie, tu le rapatries sur ta branche. Parce qu'il faut voir du coup son propre. Alors je parle sur le contrôle parce que j'ai vu qu'il y avait des grands utilisateurs de GitLab et GitHub. Mais c'est vraiment, on a son espace, son Git, et on a des répertoires, comme les dossiers. Et en fait, chaque répertoire, ça peut être un projet. Et dans son projet, on a la source principale. En fait, il faut le voir comme un arbre. Hein. On a une branche, donc on a un arbre principal, le main, donc c'est le truc principal. Puis on peut avoir d'autres branches en fonction du déploiement du versionnage ou s'il y a plusieurs utilisateurs sur un même projet. Voilà. Et en fait, ça fait le suivi de l'utilisateur, c'est surtout ça. C'est pas comme si on cliquait quelque chose à quelqu'un sans lui dire, c'est qu'on voit de où viennent les sources, et c'est vraiment la traçabilité. Et on peut faire du versionnage. Et c'est l'avantage du coup de travailler sur des forges. C'est qu'on peut voir exactement ce qui a été modifié dans les lignes de code, dans la durée, dans le temps. Et même plus loin que ça, en fait, tu ne peux pas déposer un fichier si tu n'expliques pas. Ton commentaire peut être peu informatif, mais si tu ne remplis pas ce petit encart pour expliquer. Qui s'appelle un commit. Et après, on fait des push. Et c'est ce qu'on a fait. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Soleil, c'est-à-dire qu'on a publié chacune l'une après l'autre, pas en même temps, ça c'est sûr. Mais effectivement, une travaillait dessus, remettait sur la forge, l'autre récupérait ce que l'autre avait fait, et on expliquait chaque fois qu'on avait modifié. Et donc l'avantage d'avoir plusieurs branches, c'est que du coup, deux personnes peuvent travailler sur le même projet, sur la même page. Et en fait, si quelqu'un fait un développement qui n'est pas bon, on va pas ramener son travail sur la branche principale. Donc ça permet justement de travailler en collaboratif. Et par contre, celui qui récupère tout, c'est-à-dire le chef de projet, c'est lui qui vérifie du coup le travail qui a été fait, qui fait remonter sur la branche principale. Non, on a travaillé sur une seule branche. Oui, voilà. Du coup, comme on était dans Git et dans la forge, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais est-ce qu'on leur montre notre projet qui est sur la forge peut-être? Oui, justement, en fait, on allait passer à ça. En fait, ce qu'on s'était mis comme objectif et que vous avez vu dans le résumé du tuto, c'était qu'on avait pour idée de vous faire un petit exercice en présentiel, mais aussi en ligne, si vous voulez le faire en même temps. C'était en fait, on va faire un petit exercice pas à pas pour vous créer un site de recettes. Et donc, on va vous montrer quelles sont les différentes étapes. Donc, peut-être qu'on va leur montrer déjà d'autres formes. Ouais, j'allais juste montrer le doc récapitulatif. Je regarde si ouais, voilà. Doc récapitulatif pour, en fait, voilà, qui rassemble un peu, en gros, ce que vous avez besoin de savoir quand vous voulez faire un projet Quarto. Et le déployer ou pas d'ailleurs, parce que voilà, il y a bien la petite branche, on reste au niveau local, non, c'était pas ici. C'était, voilà, ou si tu as usage local. On n'est pas obligé de le déployer. Mais c'est quand même en général l'objectif. C'est ce que disait Julien, je rebondis sur ce que tu es en train de dire dans les remarques, que Quarto produit un dossier .site que l'on peut déployer. Donc, oui, voilà. Pour vous rejoindre. Oui, exactement. Voilà, et sur n'importe quel serveur HTML, oui, voilà, c'est ça. Et en fait, Julien Rabot, donc, qui est connecté, moi, c'est lui, la première personne qui m'a parlé de Quarto, et c'était en 2022. Donc voilà. Julien, si tu as besoin de compléter tout ce qu'on est en train de dire, n'hésite surtout pas. Non, il le fait là dans le chat, super bien. Il y a la personne avant qui pose une question qu'on n'a pas lue. Oui, on en a un peu parlé, mais c'est vrai qu'on parlait de GitLab, mais là, elle parle d'Overleaf, en fait, de projets collaboratifs. Mais Overleaf, c'est de l'écriture en latex. Ouais. Mais donc là, c'est le parallèle avec Overleaf dans le sens du partage de documents. Donc c'est ce que vous disiez avec Git, en fait, l'utilisation d'une forge. Il n'y a pas de chat. Il n'y a pas de chat.
Ok, du coup, on va vous présenter directement, on va aller sur la forge. Donc, vous voyez mon écran. Donc là, c'est chez moi, c'est dans mon bazar. Donc, on va commencer par créer déjà un projet pour faire un site de recette. Vas-y, complètement. Moi, j'aurais bien montré déjà notre projet où il est sur la forge, avec les différentes parties. Ok. Et auquel vous aurez accès justement aussi là. En fait, vous verrez tous les documents qu'on a créés qui sont là. Voilà, donc en fait, alors là, donc on a un dossier public où en fait, dedans, il y a tous les fichiers HTML en fait de notre site qui est ici, en fait. Là, on vous montre la cuisine, en fait. On a les images, donc le dossier images avec toutes les jolies images de Damascène que vous avez pu voir. On a un dossier aussi data, donc c'était par exemple pour avoir le petit fichier Excel avec tous les tutos. Et donc pour pouvoir faire le petit tableau avec les différents onglets. Et puis après, donc il y a différents documents dont on vous a parlé brièvement tout à l'heure. Il y avait donc le quarto.yml, le fichier bib donc pour avoir la bibliographie, les différents fichiers donc QMD, le CSS. Alors on a fait deux différents parce que sur le site au début, on avait tout passé en noir et puis il y a certains documents qu'on a repris en fait que Bénédicte avait fait avant et en fait si on les passait en noir, ils devenaient illisibles, donc on a fait un autre CSS pour avoir le fond blanc. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous parler du README, je l'ai vu passer, il est là. En fait, il est là, très exactement. Donc, en fait, ça, c'est créé dès que vous créez un projet Quarto, vous avez le petit README. Donc, là, nous, on a modifié, on a juste rempli ce petit paragraphe ici. Les bonnes pratiques, c'est de mettre l'adresse du site ou de la présentation du document qui est déployé, comme ça, vous la retrouvez plus facilement. Et ensuite, en fait, en dessous, on vous a laissé tel quel tout ce que vous avez par défaut quand vous créez un projet Quarto ou dans une forge, avec tous les éléments à savoir par défaut en fait. Donc c'est-à-dire que dès que vous ouvrez le fichier README, il ne faut pas prendre peur, vous avez plein d'infos, mais qui sont en fait très très utiles sur comment fonctionne un projet Git avec différents éléments. Par exemple, t'en parlais tout à l'heure, Najla, pour pusher, c'est-à-dire déposer des fichiers sur la branche principale, etc. Vas-y. Bien de mettre en visible l'entrepreneur. Dès maintenant. Allez, maintenant je suis dedans. Ouvrons-le. Allez, moi je l'ouvre. Donc, pour le mettre en visible, donc je vais dans Settings, Général. Et si vous voulez partager l'adresse, il faut la mettre, s'il vous plaît, dans le chat. Si vous l'avez. Ouais, on va la mettre. Elle est là-dedans, mais on va la mettre. On va la mettre. Alors, elle est. Ouais. Alors, attends. C'était où public. Oui, public. Et tout le monde le voit. Là, juste, c'est là, ouais, c'est ça. A priori, on va pouvoir ouvrir. Ouais. Bon, et fait des mots, je suis surprise avec ça. Oui, je n'attendais pas du tout. On laisse. Non, mais c'est pas grave. Non, mais attends, pourquoi j'y arrive pas c'est pas très grave. Et la bonne résolution des tutos, ce serait d'avoir les petites musiques jingle, tu sais. C'est bon. Bref. C'est bon, donc normalement c'est bon. Et du coup, pour trouver en fait la page, donc c'était et en fait, alors moi, j'ai pas décoché. Quand on a créé le projet, on n'a pas décoché ça. Use unique domain. Alors, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si je le décoche, en fait, ça arrivera au même endroit. Enfin, l'URL va changer et on verra en clair en fait le nom de l'utilisateur. Donc, en l'occurrence, moi, puisque c'est sur mon espace. Et on n'avait pas particulièrement envie qu'il y ait un nom qui apparaisse. Du coup, j'ai laissé cocher pour avoir un nom de domaine unique et du coup, c'est pour ça que l'adresse n'est pas forcément très jolie. Mais... Et je viens juste de l'ouvrir à 15h35.
Non, 12 janvier, ça c'était la dernière mise à jour. Ouais, je m'as fait peur. Et donc je le mets dans le chat. Donc si vous n'y avez pas accès, vous dites. Ça marche. Ouais, dites-nous si jamais ça fonctionne pas. dans sécurité. Alors, je vais vous remonter. En fait, où est-ce que j'ai ouvert? C'est dans Settings. Settings général. Et après, c'est visibilité. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va créer un nouveau projet. Enfin, après, on va vous montrer comment créer un projet sur une planche GitLab, ce que tu vas faire. Ce sera la partie de Solène. Et après, moi, je vais récupérer l'adresse de cette forge et je vais l'implanter dans RStudio et je vais vous montrer comment créer le site et les éléments de RStudio. Donc, Solène, il te reste encore un peu de travail. Ouais. Je me sens pas fatiguée, mais bon, si je dis pas trop de bêtises, ça va. Donc, pour créer un nouveau projet, donc, si vous êtes dans GitLab, si c'est dans GitHub, c'est pas très compliqué. En général, vous cliquez sur le plus, Create New, donc moi, je fais New Project. Et donc là, moi, j'ai pour habitude de créer un projet blanc, donc avec vide, en fait. Mais là, pour le tuto, et puis aussi, vous pouvez aussi procéder comme ça, Bénédicte, elle procède plutôt comme ça. Elle crée un projet à partir d'un template. Alors, l'avantage de partir d'un template, c'est qu'en fait, directement, vous aurez les différents fichiers qui vont bien. C'est-à-dire que, comme c'est pour faire un site internet, vous aurez directement le fichier .yml, directement quelques fichiers .qmd, etc., que vous n'avez pas quand vous créez un projet Scratch. Donc voilà, et du coup, le template passe. Là. Le template page, je sais pas si vous avez entendu, voilà, HTML plus template. On peut les voir avant. On peut les voir avant parce que c'est une esthétique aussi. Oui. Et donc on peut les voir, il y a des previews. Oui, c'est ça. Il y a un modèle en fait. Donc, on va pas l'appeler My Awesome Project, on l'appelle comment? Démo cuisine, non, démo recette. Démo recette. Hop, donc vous voyez, donc ça c'est le nom de mon projet, et après en fait, voilà, c'est le nom qu'il va avoir aussi dans Git. Est-ce qu'on est en public? Et ensuite, voilà, donc vous pouvez choisir les différents niveaux. Vous pouvez choisir de le laisser en privé au début et faire, par exemple, c'est-à-dire qu'en cours de route, le mettre en public après. En fait, on peut revenir, comme j'ai fait précédemment, on a fait précédemment pour le site du tuto, on peut l'ouvrir quand on veut et le fermer aussi. On l'ouvre? Oui, celui-là. Il n'y aura pas grand-chose. Oui, non, il n'y aura pas grand-chose de très intéressant. Juste un petit truc, je ne sais pas si certains se posent la question, c'est vraiment une parenthèse. Ma petite disquette rouge, en fait, alors pour ceux qui sont familiers du tout, vous savez à quoi ça renvoie. En fait, c'est parce que j'ai Software Heritage et du coup, en fait, mon espace, et de toute façon, tout ce qui est sur GitLab, le GitLab du Manu est moissonné, il y a différentes forges comme ça qui sont moissonnées régulièrement. Et du coup, tout ce qu'on dépose, donc même les sites un peu bizarres pour des recettes de cuisine, seront moissonnés et archivés dans Software Heritage. Voilà. Ça va. Donc si vous voulez faire du ménage de temps en temps avant que ce soit moissonné, ça peut être aussi. Là, il va créer les éléments. Même si tu le restes en privé. Ah non, s'il est en privé, il est pas mentionné. Il est pas mentionné. Non, pardon, oui, effectivement, tu as tout à fait raison, c'est uniquement les sites publics. D'accord. Mais bon, parfois tu mets en public des trucs, comme là par exemple, c'est pas trop d'intérêt. Après, c'est pas très grave. Il y a ce problème-là, mais il y a vraiment le problème après des droits d'auteur ou de ce que tu peux partager. Donc c'est important de dire qu'il y a moissonnage et que dès que ça devient public, il faut faire dès que attention. ça devient public, Tu pourrais définir au fil de l'eau. Oui, le public, oui, bien sûr, tu peux fermer ou comme ouvrir. tu veux. Ouais. Et c'est
Ouais, c'est le mail, mais c'est le template. En fait, le nom n'a pas été changé dans le template. Parce que ça, historiquement, ça a été changé. Je ne vais pas refaire, mais voilà. Tu veux en parler ou non? Non, surtout pas. Non, bon, voilà. Non, parce que maintenant, tous les projets, en fait, ça s'appelle la branche principale, ça s'appelle Main, et en fait, ça date de l'affaire George Floyd. Voilà. Et du coup, tout ce qui a été master a été renommé en c'est pour ça que je suis surprise, en fait, qu'il y ait des résidus de cette appellation-là. Donc, en tout cas, quand vous créez donc un template dans GitLab, vous avez donc un dossier public. Donc, c'est là où seront placés vos fichiers HTML. Vous avez un petit fichier .yml. Alors, lui, c'est pour faire la connexion, en fait, et indiquer comment se passe le déploiement de votre projet. Est-ce qu'il se déploie ou pas? Enfin, c'est un peu l'organisation du travail, en fait. C'est là, tout est défini. Je peux l'ouvrir, par exemple, ici. Voilà. En fait, il y a écrit aux besoins les plus classiques, si besoin, il peut bien sûr être modifié. Et donc après, vous avez le petit readme dont je vous parlais précédemment, donc qui est par défaut, qui ressemble à ça. Voilà. Là, en fait, dans ce projet, donc là, pour l'instant, je suis toute seule dessus, il est en public, il est vide, il n'y a pas grand-chose, mais moi, j'aimerais bien le faire avec Bénédicte. Donc pour ça, je vais rajouter un utilisateur. On va le faire en collaboratif. Donc pour ça, je vais aller sur mon petit menu à gauche, dans la partie manage, je vais aller sur les membres et je vais rajouter un membre. Donc je vais faire invite. Comme j'ai un fonctionné. Ouais. Du coup, par contre, je sais jamais. Bégarni. Oui, c'est toi. Voilà. Et du coup, tu vas être propriétaire, au même titre que moi, je définis ton rôle, ici ça se voit. Et je te mets pas de date d'expiration, comme ça tu le seras pour tout le temps. À vie. Obligé à vie d'être sur ce projet. Voilà, et ça, donc le rôle peut se modifier, etc. Mais voilà, du coup, Bénédicte a accès, elle aussi, quand elle se connecte sur son espace GitLab, elle a accès aussi à ce projet. Et dernière petite chose, donc là, on a notre projet. Je vous ai montré avec différents éléments créés par défaut. Mais maintenant, on va vouloir le mettre et le travailler dans RStudio. Il faut déployer les pages. Mais, ouais. Alors, attends. Avant. Ça ne va pas marcher dans RStudio. Non, ça ne va pas marcher dans RStudio. Ouais, je voulais parler de la clé. Vas-y, oui. Mais on va déployer les pages après. Oui, on va. Comme tu veux. Bon, tu veux déployer les pages, non? On peut déployer les pages. Voilà, on va le faire. Voilà. Mais le doc, on l'a en fait. Il faut qu'on fasse parce que sinon on aura des problèmes de visibilité après sur le site. Voilà. Ah, bon, on va voir. Bon, non, ouais, on le fera après, pardon. J'ai plus nos techniques. Hein. Ouais. Du coup, oui, pour se connecter, j'en perds mon... Je vais montrer les clés. Ouais. Oui, ouais. Donc ensuite, ouais, mais non, là, je voulais en rajouter une nouvelle. Vas-y, rajoute. Non, on va expliquer ce qu'on fait. En fait, il faut quand même lier la forge à son ordinateur. Une première fois. Et en fait, il faut se souvenir que quand on change de machine, il faudra relier la forge à l'ordinateur. C'est l'étape que tu vas faire, Solène. Donc il y a deux choses. Une fois on lie la forge à son ordinateur, et quand on va créer RStudio, on va aussi lier le projet de la forge à son projet RStudio. Mais la première fois, il faut lier la forge à son ordinateur. Et c'est ça qui va rendre. Exactement. Je lis dans mes pensées, c'est vrai. Donc pour ça, donc on retourne sur le profil utilisateur et en fait vous avez
Pas du tout. C'est bon. Je sais jamais. Ah, attends, c'est sur les là. Si, c'est dans les T'as edit deux façons profil. de faire. Ouais, je vais sur le profil. Pardon, c'est sur le profil edit profil. Et en fait, vous avez donc ce dont on parlait tout à l'heure, soit les tokens, donc les jetons. Donc moi, j'ai pas de token parce que je passe pas par cette voie-là. Vous pouvez l'utiliser. En général, on crée un token, un jeton par projet. Et donc, il suffit de cliquer sur Add New Token et puis voilà, vous en avez un tout neuf après à intégrer dans votre projet RStudio. Ou sinon, vous pouvez passer par différentes clés. Alors, avec RStudio, ça va être une clé SSH. Donc moi, j'en ai une. Et en fait, donc, vous voyez, c'est le nom de mon ordinateur. Et on peut ajouter une nouvelle clé ici, en cliquant aussi ici. Et ensuite, en fait, ce qui va se passer, donc une fois que vous avez créé votre clé SSH, donc vous avez son petit nom ici, elle se crée, voilà. Vous retournez sur votre projet. Là, démo recette. Et en fait, c'est dans le code, vous collez en fait ici cette URL que vous allez coller ensuite dans votre projet RStudio. Si vous passez par des tokens, en fait, il faudra l'adresse complète, donc l'autre URL. Ça dépend en fait par quel chemin vous voulez passer. Voilà, je te laisse. Donc là, je n'ai pas du coup l'URL. Mais non, mais c'est pas grave. Mais non. Voilà, maintenant, on va vous remontrer le schéma. Je reprends mon site. Donc, là, tu peux, ouais. Voilà. Donc, en fait, on a fait cette partie-là, en fait. Hein, donc, maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez tous l'habitude de travailler. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler en RStudio, ils travaillent ce genre de projet. Donc, maintenant, on va faire un projet dans RStudio. Et dans ce projet, il y a souvent des références. Donc, il y aura nos fichiers Quarto d'extension PVD. Il y aura les pages générées qui sont des pages HTML. Mais on peut aussi créer des dossiers. Donc, il y aura les dossiers les plus communs, comme on traite des données, c'est les dossiers data, les dossiers images. Et on va aussi créer des autres projets comme le public, etc. où les dossiers seront publiés, les pages. Donc, je vais lancer RStudio. Je vais passer une oui, déjà, si tu veux. Je fais ça. Il y a. Pardon. Mon project. Non, c'est juste que ça. Oui, ça va ouvrir. Par contre, du coup, on n'a pas partagé l'écran. Il faut départager pour partager tout. On est à deux mains, puisque moi j'ai la souris et elle a le deux. Voilà. Donc là, peut-être que le temps que ça monte, tu peux peut-être montrer. Il y avait une question sur la bonne pratique. Est-ce qu'il faut une clé SSH par projet, une clé par forge? Peut-on utiliser la même clé partout? En fait, le problème d'utiliser la même clé partout, c'est que les risques comme partout, en fait, si vous utilisez le même mot de passe partout, voilà, c'est pas hyper sécurisé, quoi. Donc après, si une clé, vous savez que voilà, elle est corrompue, vous pouvez très bien la supprimer, en créer une nouvelle à tout moment. Donc voilà, mais non, c'est quand même mieux d'avoir une clé par forge, je dirais. J'y vais. Vas-y. Donc j'ai fait un nouveau projet, je vais prendre version control, Git, parce qu'effectivement on va se servir du Git. Et j'ai copié, donc j'ai copié l'URL tout à l'heure, vous avez vu dans Git, et voilà. Et du coup, Bénédicte n'a plus qu'à coller. Et il y a le nom. Par contre, on va peut-être pas la mettre là. Non. Il y a le nom. De là-dedans? Ouais, là-dedans. C'est bon, il ne voit pas. On voit pas les pop-up. C'est plutôt quoi. Ouais. On voit pas le bazar sur ton ordi. Et là, on va faire un nouveau dossier. Ouais. Mais on voit pas le bazar. C'est collaboratif, mais à 1 mètre de distance seulement. On n'est même pas. On met en démo recette. Ouais.
Create project. Et donc, il va cloner avec le dépôt. Ce qu'il nous dit. Ça met à peu près 1h30. Non, c'est Ok. Donc, vous voyez qu'il a rapatrié ici tous les fichiers qu'il avait créés sur la force. Merci. Merci. Mais moi, il n'a pas dit que ça fonctionne. On va voir. Non. Oui. On n'a pas créé les éléments du site. Ah oui, Parce que tu les as pas. Je ne les ai pas rapatriés. Parce que la page n'était pas disponible. C'est pour ça qu'on procède pas Ah, la même façon. ouais, vous d'accord, voyez. ok. Bon, Bon, bah, bah, demander les déployer pardon, parce qu'en fait, il n'a pas créé les éléments. mais moi, je. On va ouais, recommencer. Bah, tu peux le déployer, oui. Oui, des fois, le. On va faire les éléments et puis j'ai pas de index, j'ai pas tous les fichiers qui me rendent service parce qu'en fait moi j'aime bien avoir mes petits modèles, vous avez compris, que j'adapte. Je ne pars pas sans filet. donc on peut faire ça, mais c'est vrai que dans ces cas-là on va récupérer des fichiers qu'on a déjà fait et on a un peu l'habitude, comme on en fait plusieurs, de faire du copier-coller et adapter. Et là du coup on part d'une page vide, c'est un peu plus compliqué. Je suis désolée. Donc, où je vais copier les éléments, ou on le recommence. Bah, on peut déployer et puis on va déployer. De toute façon, on va fermer ce côté. Oui, c'est sûr. Donc en fait, vous aurez compris qu'il y a 2 écoles au minima et que Bénédicte et Solène ne sont pas dans la même école. on avait bossé un peu. Voilà. Mais moi, en fait, donc là, effectivement, on l'a lié à un guide, un système guide. Donc, effectivement, il nous propose déjà les opérations de rapatrier, de commit et de pusher, de publier, mais il ne nous propose pas les opérations de création. C'est ça que je le réclame. On peut quand même garder ça. On pourrait Si les on faire. déploie, on va reste les là-dessus. récupérer. Allez, vas-y. Du coup, Alors, donc maintenant, ce que va faire Solène, c'est qu'elle va déployer ce site et on va récupérer du coup les pages sur le site de toute façon. Parce que c'est ce qu'on vous expliquait en fait, on peut faire des modifications en local et à distance. Et donc elle va faire une opération à distance qu'on va récupérer en local. Pas de problème. Ok. Donc, du coup. Mais tu vois, Oui, donc tu fais pas. mais comment tu fais ta pause? Dis-moi, parce que qu'est-ce que je vois pas ce que tu Moi, as je fais dans. En fait, il faudrait juste que je modifie, je comprends pas ce que tu veux en fait. Moi, je modifie juste mon petit fichier qui est à la racine du site, à la racine de mon projet. Lui, je le modifie et en fait, du coup, je lui dis où passer. En fait, par exemple, là, Ouais. alors oui, on peut aussi éditer les fichiers, c'est bon. On peut aussi éditer les fichiers directement dans la forge. Donc, là, et on peut le modifier et le copier après. Qu'est-ce que... Comme sinon, on va faire un parcours par copier-coller, en fait, parce que moi, je déploie les pages sur mon dépôt. Ouais, regarde, là, en fait, c'est juste ce fichier-là qui est... Alors, et du coup, là, si je fais donc, ce fichier-là, éditer. Donc, en fait, il est en train de faire le pipeline, le chemin, le trajet, en fait, le chemin du projet. Ah oui, Il est en train de... Et on va peut-être pas rester là-dessus. C'est pour ça que je me doutais que ça allait fonctionner. En fait, il y a plusieurs moyens d'y arriver, mais on reste toujours de toute façon. Et ce qui est bien dans votre discussion, c'est qu'on voit qu'il y a plusieurs moyens et on voit bien, on comprend bien vos différentes méthodes. Donc, le problème là, c'est du live.
réussir à trouver le chemin qui va le plus vite. Mais voilà, on comprend bien ces différentes méthodes. Donc merci à vous pour cette discussion. Si on n'est pas sur Quarto, c'est que juste ça coince. Il y a des moments clés où ça coince, il y a plein de trucs qu'on sait plus faire. Mais au moins, les gens qui sont en ligne se sentent moins seuls et sur savent que la si ça leur arrive, c'est la normalité. C'est normal. C'est normal. Et là, il y a des petits dialogues. Il y a 15 000 manières de faire. C'est vrai que je ne fais pas chier. Mais franchement, moi, l'utiliser et le déployer déjà les pages sur l'instance GitLab, peut-être ça permet de récupérer mon fichier index, mon YAML, déjà, et après j'adapte YAML et cet index. C'est ça qui manque. Mais sinon, on peut le copier-coller dessus des noms. On le Moi, je l'écris pas, mais ça me veut dire rien. parce que là, c'est un Tu peux bâtiment, moi, je suis Récupère quelque chose. on va récupérer un côté. Du coup, on va récupérer ça, voilà. Ça, l'index. Alors, elle ne vous montre pas pour l'instant parce qu'il y a un travail en interne. En fait, Et bientôt, il y aura magie et on avait apparition. anticipé que ça allait. Voilà. Enfin, c'était. Enfin, qu'il y aurait discussion au sein de l'équipe sur la manière de procéder. D'ailleurs, pas un peu. Non, c'est vraiment ça. C'est pédagogique. Et puis, tout à fait. Mais parce que nous, on a vraiment l'habitude de faire comme ça, les débricoler, de faire des choses, C'est Quarto ou la fin d'une collaboration. Donc tout est arrivé maintenant. Moi, je sens pas qu'elle s'engueule, elle se trouve sourire. Je crois que c'était la C'est bien conflit des anciens et des modernes. Maintenant, on est dans la même copie. Donc voilà le fameux quarto.yaml. En fait, qui est le fichier où on explique comment va se structurer notre site. Alors là, effectivement. Alors, juste, ouais, non, pardon, je te coupe juste, mais parce qu'en fait, là, ces fichiers-là, c'est ce que disait Bénédicte depuis le début. En fait, normalement, si j'avais déployé correctement les pages avant de passer à RStudio, en fait, elles se seraient importées en fait directement dans RStudio. C'est ces pages-là qui nous manquaient, c'est-à-dire la quarto.yaml et le QMD. Mais si vous êtes dans RStudio, vous pouvez en fait créer un nouveau fichier. Alors là, évidemment, ça va pas être voir. Bon, on le montrera. Mais en tout cas, on peut créer un nouveau fichier. Voilà. On peut créer par exemple ici un nouveau quarto document ici et normalement un nouveau fichier. Vous voyez peut-être faire un contrôle plus. C'est vrai. Ah, on voit rien. On voit en plein écran. Si les gens utilisent les flèches qui écartent. Mais nous, quand on va enregistrer, Ouais, pour nous, enregistrement. Ouais, mais il y aura un diaporama. Ah, pour le public futur. c'est contrôle plus. Ça se rien. Donc, Est-ce que tu es sur un télé? Non. Contrôle majuscule plus. Il faut aller dans tous. Sinon, on va dans RStudio, c'est dans RStudio. ouais, mais regarde, c'est leur fenêtre. Mais si on grossit un petit peu. Dans les options. C'est ça. Et On va après, dans les. tu grossis la police. Il travaille là. Ouais. Un tuto mathé. Comment remplir la police? C'est dans Global. C'est dans RStudio. Global. C'est pas Global grave. Options, oui, c'est Mais en fait, il va pas trop. Ah ouais. Il pas en place. Ouais, là en fait, il est lent, ouais. Alors j'espère que c'est pas mon ordi qui est en train de décéder en direct, mais Peut-être qu'il n'est pas en train de s'y travailler sur la force encore. Maintenant il exécute Ça y est, rien. il a fini, parce que tu vois, il est encore en train de. Non, il vérifie. Bon, mais sans rien, on voit pas, ça devrait pas. On continue. Ouais. Donc ça, c'est le fameux fichier Quarto YAML où on décrit en fait comment on va créer le site. Alors là, c'est un petit site bidon qu'on a fait pour s'exercer, ce qui n'est pas le site que vous voyez, mais qui ressemble un petit peu. Puisqu'effectivement, déjà, on sait qu'il a créé un projet de site de type website, donc site,
que en fait, il va générer les pages, il va les générer dans un dossier qui s'appelle public. Et là, en fait, on explique, on lui dit comment on va créer le site. Donc, en fait, on met le titre. Et là, on paramètre la barre de navigation. Et la barre qu'on voit en haut, là-dessus, on lui dit, bon, d'abord, ne mets pas de texte et affiche le fichier index que je vais vous montrer après. Et là, j'ai fait un petit menu. Alors, Sweek, c'est un site de recettes de cuisine. Donc, hier, j'ai imaginé qu'on faisait un menu pour les recettes salées et un menu pour les recettes sucrées. Et dans le menu, dans les recettes salées, j'ai proposé une recette de madeleine salée. Voilà. Et donc, va s'afficher sur le menu madeleine apéro. Voilà, une première proposition. Et derrière, va tourner le fichier. Et ma recette, je l'ai rédigée dans le fichier Quarto, qui est recette madeleine-apéro.qmu. J'ai fait dans ma barre un deuxième menu à côté qui s'appelle sucré. Et là, j'ai proposé 2 recettes de sucrées, qui sont des recettes de couronne des robes, vous l'avez bien compris. Et donc, une recette de brioche, parce qu'il y a plutôt les personnes qui préfèrent les brioches. Et dans mon menu, il va proposer deux fichiers. C'est ce que vous voyez dans le site qu'on vous a donné. Le site qu'on va vous donner, effectivement, il y a la barre support et il y a aussi pas à pas, etc. Et il y a présentation. Vous pouvez le voir en parallèle. Et après, il y a effectivement un autre fichier en savoir plus. On a aussi un fichier à voir. Et donc là, après, c'est un YAML. En fait, c'est un YAML. Tout ça, c'est un YAML. C'est un peu comme le YAML que vous retrouviez à la partie YAML dans le fichier .qmu. Ça, c'est la partie YAML. Et en fait, en dessous, il y a aussi les options du YAML qui dit qu'en fait, ça va être sorti des fichiers HTML. Et on utilise des thèmes qui existent déjà, qu'on peut aller chercher, le thème Cosmo et le thème Grande. Et on prend aussi un fichier CSS qui s'appelle style. Et là, TOC égale true, c'est pour dire qu'on va afficher la table des matières, Table of Contents, qui s'affiche à droite, en général à droite, qui va être sur les pages. Et là, on va lui dire, tiens, on peut l'enlever. Ça, c'est pour afficher dans Quarto l'onglet éditeur visuel que nous, on n'utilise pas avec Solène, parce que nous, on est plus à rédiger dans Markdown, mais c'est vrai qu'il y a certaines choses où parfois ça peut être utile pour redimensionner des images ou faire un appel à la bibliographie. Finalement, on peut aussi y accéder sans savoir coder. Ça nous aide au moins à écrire le code. Donc voilà pour le fichier Quarto.yaml, que j'aurais pu rédiger avec vous, mais c'est ça. Et en fait, quand on déploie les pages, on a déjà une structure qui ressemble à ça et qu'on adapte. Et c'est exactement ce que j'ai fait hier. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et mon fichier index, que je vais peut-être renommer directement, parce que index BG, c'est rename, parce qu'en général, il s'appelle index, quand même. Je le renomme, je suis dans RStudio, donc c'est facile. Et donc, en fait, c'est là que j'explique, en fait, c'est là la description de mon site, et c'est la page d'accueil du site que vous a présenté Solène, pardon. On a nos noms, on a la barre, on va dire le logo de ma TSHS avec la belle feuille et les belles couleurs, et on a expliqué ce qu'on fait. Donc, c'est là qu'on décrit, en fait, le site. Donc, c'est vraiment la page d'accueil du site. Et donc, c'est cette page index qui s'affiche, qu'on appelle tout de suite là. Je ne sais pas si on va montrer d'autres choses, mais on peut montrer maintenant comment générer ces pages. On les a pas liées. Si on les a liées, donc vous voyez qu'en fait, c'est des fichiers qu'on a rajoutés. Donc est-ce qu'on les met directement sur la forme ou on essaie de déployer? Alors pour déployer une forge, moi je vais dans Terminal. Et en fait, je fais Quarto Render pour générer mon site. En fait, on a chacune notre façon de travailler. Et donc là, Bénédicte, vous avez vu, est dans le terminal. Hein, quand elle dit terminal, on voit bien l'onglet en bas pour ceux qui sont moins familiers de la programmation. Il y a 3 onglets, 3 endroits où on peut agir en RStudio, et donc là, il est dans le terminal. Et terminal, c'est-à-dire qu'on interagit avec le système d'exploitation. On n'est pas en train d'interagir réellement. Là, tu peux le mettre en local. Là, ils sont locales. Oui, là, quand je suis en local. Je rentre sur local. Exactement. Je déploie mon site en local. Ah oui, parce que j'ai appris BG, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'ils sont pas dans Non. Tu peux le laisser BG si ça facilite la. Oui, mais en fait, sauf que dans mon fichier YAML, il ne s'appelle pas BG. D'accord. Donc c'est normal, il est Oui, non, mais là, je te disais, dans le YAML, tu peux remettre BG. Voilà, exactement. Où je modifie le YAML et je mets BG,
ou alors on rechange le nom. Je suis en train de dire. BG comme. Non, je sais pas. On l'a fait. On repart. Ouais, donc du coup, juste, en fait, alors, juste là, hop. Voilà, en fait, il manquait ces fichiers-là, ces fichiers QMD qu'en fait Bénédicte avait déjà rédigés. Et en fait, vous voyez, ils apparaissent tous là. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans le même dossier et vous avez les références. Donc par exemple, attention, si là, c'était recette brioche avec ici les G, forcément, il ne trouverait pas le fichier. Donc il faut qu'il s'appelle exactement pareil. Et donc on va enregistrer. Et là, je vais l'exécuter. La barre de partage, là, vous faites des fins. Ah, attendez. On voit pas, là. tu peux le réduire, ouais, non, pas autant. Oui. Ouais. Ah oui, il ne trouve pas le fichier Word. Ouais, là, par exemple, il nous met un message d'erreur, il ne trouve pas le fichier Word. Oui, c'est normal, en fait, il n'existe pas. Donc, en fait, en savoir plus, on peut ou l'enlever, vous allez créer un savoir de plus. Oui. Ou pour faire un about bidon. Comme tu veux. Je vous propose, on va faire un. Alors là, on va créer effectivement avec Quarto, on va créer un nouveau fichier, un document Quarto, qui s'appellera about. Il y a déjà ça. Et on va le nommer, l'enregistrer. On va lui donner le nom about. Donc ça ne lui posera pas de problème, c'est qu'il va le trouver. Par contre, il faudra l'exécuter. Alors, est-ce que vous voyez? Non, là, on ne voit pas. Il m'a créé le site en local. Ouais. Ah ouais, c'est bon. Faut que je change les pages. Mais en fait, à chaque action sur le bouton render, donc à chaque fois que tu édites, ça ouvre une page HTML sur un éditeur web où s'ouvre le site web en question en local. D'accord. Et donc, il ressemble à peu près à ce que vous avez dit. Le titre. Donc ça, c'est la présentation du site. Et là, en fait, on peut effectivement aller sur une recette qu'on va aller voir. On a mis aussi des recettes du matin et des recettes. On a mis des vraies recettes. Mais vous trouvez des débuts de recettes, on a mis des recettes plus complètes sur notre site. Et une petite page, en savoir plus. Voilà, il n'y a pas grand-chose. Donc ce site, vous voyez qu'il est en local. Mais il est sur, vous voyez, dans l'URL, en fait, il y a local. Donc maintenant, on va essayer de le déployer. Attends, il faut changer ça. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on a fait un site. Et en fait, on peut avoir aussi dans les menus, en fait. Parce que les rien. On se bat avec la souris. La main. En fait, il peut avoir déployé dans RStudio aussi un onglet Build pour création du site. Là, il n'a pas déployé, il n'a pas créé parce qu'en fait, on a fait un peu à l'arrache. Mais on a où on réactualise, on ferme le projet, on le réouvre et donc on voit apparaître cette petite. L'onglet est juste ici en général. Et dans cet onglet Build, il y a juste le render website. Hein. C'est pas magique, c'est juste un bouton qui va nous permettre de mettre à jour le site qui peut être pratique. Et surtout, en fait, quand on modifie une page du site, il ne faut pas oublier de cliquer sur ce render website et pas uniquement exécuter la page qui a suivi les modifications. Sinon, en fait, si vous allez sur d'autres pages, en fait, vous ne verrez pas, quand vous reviendrez sur la page qui a été modifiée, soit elle n'apparaîtra plus, soit le lien ne va pas se faire correctement.
soit vous aurez l'ancienne version. Donc voilà, il faut vraiment exécuter l'intégralité du site avant de la mise en ligne. Donc là, pour gagner du temps, alors là, donc vous voyez, donc là c'est en attente, donc on a bien dans notre petite fenêtre Git des fichiers en attente qu'on pourrait transférer sur la forge. Et je vais quand même vous montrer un peu à quoi ressemble effectivement, comment sont rédigés ce fichier de recettes. En fait, on ne vous l'a quand même pas montré, puisqu'on vous a montré des fichiers assez particuliers liés au site, mais pas des pages Quarto comme on ferait nous quand on fait le pas à pas ou le support. En fait, ce sont des documents assez simples, où là, effectivement, il y a la partie YAML où on a mis juste voilà, le titre du document, le format de sortie, et dire qu'effectivement, on va afficher une table des matières, et la table des matières, elle récupère les titres. Donc les titres, dans mon premier titre, avec mes 2 petits croisillons, c'est ça, mes 2 hashtags, il sera le premier titre de niveau 2, puisqu'il y a 2 hashtags, réaliser des maquettes pour l'apéritif pas à pas. Et là, effectivement, vous voyez là, j'ai indiqué donc, le lien où j'ai trouvé la recette. Et donc, en fait, pour indiquer un lien, on met un crochet. On met là, on entoure, on va dire, là on veut que se place le lien, et on écrit le lien entre parenthèses. Simplement. En fait, ça, c'est du Markdown. Après, j'ai inséré aussi une photo de ces madeleines que j'ai trouvées. Donc, effectivement, pour insérer une image, on met un point d'exclamation, le crochet, la légende de l'image, et on met l'adresse où on a trouvé l'image. Donc, effectivement, c'est dans mon dossier qui n'est pas là. Voilà, c'est pour ça que l'image est en train de montrer l'image. Donc là, il faut effectivement aussi se créer un dossier image où on a stocké les images qu'on va appeler dans nos documents. Pardon. Non, mais je sais pas si on a copié finalement, mais c'est pas grave. Il y aura d'autres images. Sinon, on va mettre une image de couronne miroir, c'est pas grave, on va l'idée quand même. Et donc, effectivement, dans notre dossier images, on peut ouvrir. Là, on a plutôt des brioches des rois, mais ça fait rien. On va mettre la brioche des rois. Oui. C'est parti des yeux. Et là, en fait, moi, ça s'appelle pas comme ça. On appelait brioche de roi. Oui, non, mais ça c'est la légende. Et moi aussi, ce qu'on disait avec Solène, c'est qu'on utilise beaucoup les petits boutons rename pour récupérer les noms. Parce qu'en fait, souvent, quand on tape mal les noms, on s'embête. Et donc, je le mets là. Et voilà l'image qui s'insère. Magique. J'ai choisi la meilleure que je préfère. Donc, titre de niveau 2, les temps de préparation. Et voilà, donc on met les temps. Alors, donc la liste à puces s'écrit comme ça. Attention, s'il y a un espace de trop, la liste à puces ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est un peu le problème du Markdown. Et après, troisième partie, les ingrédients. Tu mets des bûches de chèvre dans ta brioche. Ah ben non, là, je suis dans ma recette salée. Ah, d'accord. Je suis dans les madeleines de courgettes au fromage. Je ne pas. Oui, c'est juste l'image. C'est qu'un détail. C'est une démo. Voilà, donc là, c'est ma recette des madeleines pour l'apéro, puisque j'avais créé un menu salé, donc une recette salée. On voit bien qu'elle est pleine de grains de sel. Mais si vous voulez, puisque effectivement, j'ai aussi des recettes de brioche et de recettes de galettes à la frangipane. J'ai aussi ces fichiers-là que je vais vous ouvrir, le recette frangipane et le recette brioche. Mais là, j'ai pas les images. Si, normalement, dans le dossier image. Mais c'est peut-être pas la brioche des rois. Et ouais, en fait, c'est pas le même. On a compris le principe. Ok, donc là, voilà, donc on a tous les éléments qui constituent notre site. Donc maintenant, on va pouvoir le déposer. Oui, en fait, c'est en ça que c'est très simple. En fait, c'est juste une suite de documents .qmd, en fait. Voilà, le petit fichier YML qui explique la structure du site et les différentes options. Un fichier CSS qui soit joli, un dossier avec des images, un dossier avec des données si besoin.
En fait, il n'y a pas besoin de beaucoup plus en fait. C'est juste quelques fichiers en plus quand on fait un site. Il faut être ordonné quand même. Il faut être ordonné. Voilà, Vous avez vu, avoir les mêmes habitudes de travail. Donc, ce fichier Quarto, où on décrit effectivement, on explique la structure du site et comment on n'a pas parlé de ce fichier-là, avec Basinia. Vas-y, tu peux en parler. Je peux en parler. En fait, ça, c'est un petit fichier assez pratique, en fait, qui va vous permettre d'expliquer à votre RStudio les fichiers avec, selon l'extension des fichiers, si vous voulez qu'ils soient déposés sur la forge ou pas, en fait. Donc, par exemple, ça ne sert à rien, les fichiers AirData, vous ne voulez pas qu'ils apparaissent sur la forge. Ben, en fait, quand vous ferez un push, les fichiers ne seront pas concernés et ne bougeront pas de votre répertoire local. Ça, on peut le faire pour pas mal de choses, parce qu'effectivement, il y a des fichiers, on en a besoin en local, par exemple, le fichier AirProj, par exemple, pour ouvrir le projet en local, c'est très utile, une fois sur la forge, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà, il y a des voilà, c'est un petit tips comme ça. Ça s'utilise aussi beaucoup, je pense, en programmation, quand tu vas aller récupérer des données avec des mots de passe et des mots-clés que tu mets dans un programme, mais si tu veux pas spécialement que ce soit mis sur la forge. Et tu veux pas spécialement que ce soit mis sur la forge, peut-être. Même tu veux pas. Non, ouais. Il y a aussi les data, il y a des données qui ont un volume très gros, et qu'on ne peut pas stocker sur la forge, sur le Git. Donc à ce moment-là, c'est des forges particulières. Donc il faut lui dire de ne pas mettre à jour le dossier data. Par exemple, des données de projet. Quand tu les touches en RAW, c'est un problème. Donc, est-ce qu'on fait un commit? On y va? Bah, vas-y. Allez, je sens la pression qui La monte. pression. Donc, déjà, je sélectionne les fichiers. Alors, vous êtes obligé de les sélectionner un à un, comme a fait Bénédicte. C'est un peu lent, mais. Petit raccourci clavier. J'en ai sélectionné un et CTRL A et ça les sélectionne tous d'un coup. Sinon, ça peut être un par un. Commit. Donc là, ça va être mon premier. Donc, c'est ce qu'on vous disait, en fait, on est obligé de remplir cette partie, qu'elle soit informatique ou non, en fait. On va mettre premier dépôt. Alors on ne voit pas, mais c'est une pop, mais c'est pas grave, il faut juste expliquer qu'il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Attends, je vais essayer. Non, mais si. Enfin, faut faire l'écran entier si tu veux que ça y soit, en fait. Je pense que c'est pour ça qu'en fait, dans le pas à pas qu'on a mis sur le site, il y a les captures d'écran. Voilà, premier dépôt. Donc j'ai écrit commit message, premier dépôt, et je sais. Ça n'a pas fait commit. Ah merde. Ensuite. Ouais, c'est ouais. En fait, un petit commit. Voilà, donc là, il indique tous les changements qui ont été faits, les fichiers qui ont été créés, etc. Donc là, vous avez toujours un pop-up. Et une fois que vous avez fait ça, hop, là, vous pouvez toucher. Mais en fait, tu fais un raccourci en disant, il dit tout ce qui a été mis, en fait, c'est une espèce de zone tampon entre ton fichier local et ton fichier distant. Et il dit, voilà, je vais prendre ça et mettre, est-ce que t'es OK? Normalement, tu as encore le temps de lui dire, bah non, finalement. Bah, t'as pas touché, donc oui, ça n'a pas encore déposé sur la forge, donc tu peux encore. Et donc après, voilà, là, tout a été mis donc, sur master, donc la branche principale du projet sur Git. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va dans la forge? Voir ce qui se passe. Suspense. Bon, voilà. Normalement, il a rapatrié tous ces fichiers. Voilà. Donc on les voit, en fait, ici. Là, recette de brûlage. Ah oui. Nous, on les voyait. On était rassurés. Ouais, ça marche vachement bien. Oui, non, on n'est pas encore convaincus. C'est dur quand même. On avait oublié qu'il y a bien la photo de la brioche sur les madeleines qu'on avait fait sur le site. Non, en fait, on a fait ça en avance pour être sûr d'avoir un truc à vous présenter.
Alors, est-ce que, donc c'était la recette de Madeleine, est-ce qu'il y a bien l'image de brioche? Donc là, On va voir le résultat. donc voilà, donc là on est sur démo recette, donc la forge, et vous voyez donc effectivement tous les fichiers QMD ont été ajoutés. Et donc si on va sur démo Madeleine après apéro, donc on voit bien le QMD, donc c'est lisible puisque c'est du Markdown, et donc on voit bien que l'image de la brioche des rois, donc elle n'apparaît pas évidemment, mais c'est écrit blanc sur noir, qu'elle est bien parmi la recette de Madeleine salée avec il faut du curry, du poulet. Normal. Normal. Et pourquoi pas une brioche salée? Mais alors, quel fichier devrait-on ouvrir pour voir l'image? C'est parce qu'en fait, l'image de ces madeleines salées, on l'a pas rapatriée sur la machine de Solène. Donc, c'est de nous éviter d'aller sur le site de Tefal, faire la copie d'écran, ce que j'ai fait hier en fait, et de mettre en local l'image. Bon, est-ce qu'il a déployé? Oui, ça y est, il a déployé. Donc du coup maintenant, donc vous avez vu, je suis allée dans Deploy Pages ici. Vous voyez ou pas? Et en fait là vous avez, alors c'est ce que je vous expliquais en fait, si je décoche et que j'enregistre les changements, sinon je la changerai. Vous voyez, il y a mon nom ici qui apparaît, en fait le nom de, enfin votre nom comme nom d'utilisateur. Et ensuite c'est juste le raccourci puisque donc c'est le GitLab du Manum et ensuite le nom du projet. Donc c'est une URL plutôt propre, plutôt jolie, sauf que y a quand même le nom d'utilisateur qui apparaît. Et sinon, vous avez le choix de cocher cette partie, donc use unique domaine, de sauvegarder les changements, et là, donc, vous avez le nom du projet, un truc un peu bizarre avec un identifiant, et toujours la forge sur laquelle vous êtes hébergé, donc GitHub. Et si vous cliquez donc sur cette URL, ici, voilà, vous retrouvez bien notre magnifique site avec le blablabla de Bénédicte. Et donc, vous avez la barre de navigation, on n'a rien paramétré de particulier, donc voilà, elle apparaît en haut, mais on peut très bien la mettre à gauche, à droite. Enfin voilà, dans le site sur l'école thématique, par exemple, la barre de navigation du site était à gauche. Voilà, c'est beau. On a des menus avec des sous-menus, donc on a une seule recette salée. Par contre, on a plusieurs. Encore voir. La photo, la photo. Ah mince, elle n'est pas passée. Ça marche moins bien. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, logiquement, elle était censée apparaître. Donc les madeleines salées. Et là, donc, vous voyez, par exemple, si on a plusieurs sous-menus après dans ces menus-là, c'est tout à fait possible de rajouter des pages. Et après, on a notre petit en savoir plus qui est notre fichier About. Et vous voyez aussi, on peut avoir donc sur chaque page une table des matières. On n'est pas obligé, ça on peut l'enlever et on peut aussi renommer. Parce que par défaut il y a un list page. On peut renommer tout ça. Tout est paramétré en fait. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais en fait on vous disait qu'on pouvait intégrer un fichier CSS où on avait même mis dans le document .yml un lien vers un fichier CSS. Ce fichier CSS n'existe pas. Donc en fait, il n'y a aucune mise en forme. C'est important ce que tu dis, parce que ça veut dire à quel point il aide à la détection d'erreurs. Et finalement, il n'y a pas de message d'erreur. Ou dans le terminal, quand même, quand tu moulines, il dit attention, il n'existe pas tel et tel fichier. Non, t'as vu, il n'y a eu aucun message d'erreur. Okay. Mais il est neutre. Mais du coup, bien. Les couleurs sont neutres. Mais du coup, tu vois qu'il n'y a aucune mise en forme. Voilà. Pour ça, tu le vois bien, mais pour d'autres types d'erreurs, ça peut être problématique si tu n'as pas de message associé à ce que tu as fait. Tu n'as pas toujours de... Disons que tu ne vas pas changer la mise en forme, il ne va pas appliquer quelque chose qu'il n'a pas. Mais il va tourner quand même, il va l'exécuter quand même. Voilà. Mais il n'aura pas l'apparence que tu souhaitais. Ouais. Et c'est vrai que du coup, c'est des fichiers CSS souvent qu'on va voir ailleurs, qu'on recopie, qu'on adapte parce qu'on les trouve jolis. Voilà. C'est pour ça que là, n'hésitez pas à aller sur notre site des tutos, parce que là, celui-là, il est super en mise en forme. Celui-là, il est presque. Moi, c'est vrai que le bilan carbone des choix, le bilan carbone des choix, c'est pas nous. Oui, voilà. Ça, c'est des sites très... Ah oui, donc ça c'est quand même très important. Je veux dire, là, au niveau de l'environnement, tu ne peux pas dire qu'il y a plein d'effets qui pèsent vachement, des images super lourdes. Et une chose, là, franchement, c'est d'un point de vue écologique. Et une chose aussi importante, en fait, ça me fait penser que là, ce sont des sites très simples, très légers, mais statiques.
Donc en fait, si vous vous amusez à faire des applications Shiny, vous ne pouvez pas les intégrer en fait sur ce genre de site. C'est quand même bien de l'avoir. Nous, c'est vrai qu'on s'en sert vraiment plus pour faire des supports de cours ou des choses comme ça. On a plusieurs documents à mettre à disposition et à montrer. Et en fait, tout est au même endroit et on donne une adresse et on a tout, quoi. Effectivement, on s'en sert pas pour des sites dynamiques et des choses comme ça. Notre usage, il est plutôt là, quoi. Donc effectivement, vous avez là la documentation de Quarto qui est très 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 complète. Voilà, donc c'est en anglais, mais c'est vraiment très complet. Après, vous avez fait un petit site là où vous avez tout ce qu'on vous a présenté. Donc là, dans le concept, en fait, vous retrouvez le support de présentation avec les confettis. Il faut appuyer sur la touche C si vous voulez vous amuser. Vous retrouvez également donc, comment se connecter à une forge, donc avec pas à pas et un peu moins paniqué que pendant le tuto. Voilà, avec un peu plus de recul, donc comment créer la clé, tout ça. Je me permets là d'intervenir quand tu dis le paniquer. Je trouve, en tout cas de où on est ici, assis à côté de vous, que justement ça montre exactement la façon dont on travaille quand on échange. Et donc voilà, et il y a le côté live en effet qui vous aide pas et qui fait peut-être pour vous cet effet paniqué. Mais en tout cas, quand on travaille tous, ceux qui sont en ligne comme nous ici, on sait bien que ça se passe comme ça. Donc on cherche, on essaie, il y a plusieurs méthodes. Donc voilà, on était avec vous sur votre bureau de travail. Merci pour ça. Et ça a marché. Donc voilà, pour se connecter à une forge, les différents éléments du projet, donc je vais vous présenter Bénédicte, avec voilà, tout est détaillé avec les captures d'écran, etc. Voilà. Et donc le récapitulatif de la petite carte d'impact. Bon, ça après Mais ça, quoi. Ça, le site ne permet pas de faire des cartes postales. Oui, non, mais tu peux la copier en Word et la copier. Les petites recettes, parce que vraiment, vous avez les belles recettes. La recette de la frangipane avec aussi, on intègre un peu de code qui sert strictement à rien, puisque on fait des objets, c'est vraiment pas quelque chose de très élaboré, c'est juste pour vous montrer que c'était possible. Donc la frangipane ou la brioche, voilà, avec les fruits confits, et toujours pareil, adapter la recette pour 30 personnes. Et ici, surtout, les ressources. Donc, en fait, ce qu'on vous disait, donc, on a une bibliographie. Donc, pour ce site, donc ça, c'est la bibliographie qu'on avait dans Zotero et qu'on a exportée dans un petit fichier libre, et du coup, qui est présent aussi sur le forge, et qui est dans notre projet. Effectivement, voilà, donc c'est pas forcément des fichiers Zotero, on peut effectivement extraire cette bibliographie dans le format libre qui est plus commun. Et si je retourne sur le tuto, vous allez voir le fichier bib, voilà, le biblio.bib. Voilà. Peut-être qu'on peut montrer comment récupérer, mettons, voilà, la recette de la frangipane sur le site. Enfin, on finit les ressources. Ouais, je vais juste montrer ça. Là, ce que je vous disais, donc une table des matières dans chaque page, voilà, et donc là, nous, on a renommé. Ça s'appelle table des matières. Des ressources en ligne, donc il y a beaucoup de choses. Donc je voulais juste vous montrer comment on fait concrètement. Mais il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites et qui sont très bien, très complètes. Donc n'hésitez pas à les voir, et notamment des ressources en français qui sont très très bien faites. Ouais, bon, alors, un petit truc pour créer un document avec du code, donc avec les différents chunks. Et le dernier, voilà, lié Zotero, ligne bibliographie Zotero à Quarto, on vous a remis un petit pas à pas sur comment faire. Et sur Zotero, donc pareil, c'est avec un système de clés à copier-coller et après une fois dans un studio. Voilà. Une dernière chose, c'est comment récupérer nos fichiers QMD, parce que c'est tout simple, en fait, on peut les télécharger à partir de Force. Oui. Et là, vous pouvez copier tous nos fichiers. Donc là, je suis sur le projet de notre site. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, sur nos petites recettes principales, vous pouvez toujours le télécharger par ici et vous l'avez en local sur notre machine. Et vous l'enregistrez, c'est déjà un fichier .qmd, vous le copiez dans votre fichier RStudio. Et si ça appelle des images, vous récupérez aussi les images. Et
tout ce qui suit, mais vous pouvez après régénérer les pages dans le tab. Bah ouais, là, C'est comme ça qu'on se copie les uns les autres et qu'on récupère les fichiers CSS et les structures de site. En tiens, la barre de navigation, c'est plutôt sympa fait comme ça, je vais la récupérer. Voilà. Bon, en fait, on s'inspire beaucoup des autres. Bah ouais, en fait, c'est vraiment du partage de connaissances. Et là, par exemple, je disais que vous pouvez renommer la table des matières. Bah là, vous voyez, voilà. En fait, dans chaque, donc, on a un fichier .yml qui est la structure du site, où là, on met tout le menu, on met sur quel CSS il va tourner, etc., et toutes les options. Mais en fait, dans chaque .qmd, document.qmd, on a le sous-petit template YAML. Et là, par exemple, on voulait effectivement une table des matières pour notre recette là, de frangipane. Et on voulait que le titre, ça s'appelle table des matières, vous aurez pu l'appeler frangipane en 3 étapes. Ou dalmatien. Pourquoi donc les dalmatiens? C'est très étrange. Voilà, il y en a un petit là, il y en avait un, il y a une petite piste dans la présentation. Ouais, là, il y en avait un. Oui, vous avez mis des dalmatiens un peu partout. Ouais. C'est le jeu de où est le dalmatien. Et les confettis, ah, tu les aimes bien, tes confettis. Ouais. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, la 101e, alors pas le 101e tuto, mais le 101e copie. Ouais. Mais oui. Quel travail. Oui, ça, le travail. Alors, pour mettre un dalmatien, si ça vous intéresse, vous voulez quoi, un dalmatien sur la présentation ou sur le site? Un dalmatien sur toutes les pages, parce qu'en fait, c'est pas si compliqué. En fait, écoute, tu nous ferais plaisir. Je pense qu'on a besoin de français de le savoir. On a quand même réfléchi, vous voulez les dalmatiens. Après, si vous voulez pas ça. Alors, vous comprenez qu'on s'amuse ici en direct, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat, il est encore temps. Il n'est pas encore 16h. Si vous avez des questions, je vois que Claire hésite depuis tout à l'heure, ça prend pas. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Je ne sais pas si tu veux montrer où tu mets ton dalmatien partout, si ça va vite ou pas. Déploie ton dalmatien pendant que les questions arrivent, il n'y a pas de problème. Il y avait un chat quelque part, mais je pense qu'il s'est barré. Hein. On voit qu'il a vu tous les dalmatiens. Le chat. Comment tu c'était fais pour Hibou, signaler les pages en fait C'était Hibou, mais c'était parce que c'était sur l'autre. Pour marquer les pages, le nombre de pages, pour numéroter les pages. Oui, tu peux mettre des numéros de pages. J'ai pas l'option là tout de suite en tête, mais oui, tu peux le faire. C'est un truc tout. Enfin, c'est dans les options en fait du YAML, tu mets ça. Et donc du coup, tu peux prendre ça comme un balisage pour mettre tes dalmatiens sur chaque page. Non, mais en fait, tu mets le logo. On l'a mis. Attends, j'ouvre juste le projet. Je vais vous... Exactement comme en tech, quand tu définis un bas de page ou une tête de page, tu dis que tu veux tel et tel contenu, là tu le dis une fois pour toutes et il se met partout. Alors, où est-ce que. Donc c'est assez léger, on met une machine. La question de Claire. La question est arrivée. Ah, on a une question. Elle déploie son dalmatien, Claire, et alors, après. je réponds juste au dalmatien, mais du coup, je vois pas. Bah non, je suis obligée de changer le partage. Mais c'est pas grave. En fait, la question de Claire, et merci beaucoup, est plus une indication de où on peut trouver des réponses si on s'intéresse à Shiny. Ouais, merci beaucoup Claire pour ce GitHub et ce post. Ça vous sera plus utile que le dalmatien encore. Le dalmatien en fait c'était donc c'est le logo, c'est la petite image qui est sur le bandeau de notre site. En fait vous pouvez le rajouter ici. Là, donc c'est dans notre document quarto.yml. Donc vous vous souvenez, on a le projet, donc c'est un projet de type website. Il se déploie dans le répertoire public. Donc ça veut dire que tous les fichiers HTML qui sont générés vont dans le répertoire public. C'est ça qui oui. Et parfois il faut ajouter ça. Hein. Oui, parfois il faut ajouter cette option-là parce qu'elle n'est pas tout le temps selon le fichier, le titre du website et ensuite la structure de notre site. Et en fait en dessous, on peut rajouter, donc là on a rajouté à droite l'image avec l'image 1. Ouais, c'est ça. Et tu l'as prise où? En fait, elle est dans mon répertoire images. En fait, c'est pour ça que toutes les images vont commencer par juste image / et le nom de l'image et l'extension. Donc là, c'est toi qui as cherché sur Internet. Oui, c'est moi qui vais chercher. Oui. Ouais.
Et après, tu peux mettre l'URL, au lieu de mettre un répertoire chez toi, tu peux mettre l'URL de l'endroit où tu vas les chercher. En fait, là, tu vois, c'est parce que toutes mes images sont dans un répertoire d'images. Si j'avais appelé mon répertoire. Mais disons que pour agir sur ton image, c'est mieux d'avoir ton image. Oui. Et là, dans les supports, on a fait beaucoup de captures d'écran d'images, donc on a effectivement monté beaucoup d'images. J'adore ce coup. C'est stressant. Oui, c'est ça, je suis fait conflit en neige. Ouais. Oui, bah oui. On a réussi à quand même déployer notre site. Non, parce qu'on a chacun nos habitudes. Hein, et je pense vraiment que c'est utile. Enfin, déjà, il y a votre support et merci beaucoup qui nous sera utile si on veut reprendre. J'espère que la bonne humeur ambiante et parce que moi je traduis ça plutôt comme une bonne humeur plutôt qu'une mésentente, a donné envie aux gens de faire du quarto, et le support vous avez montré et déployé, et le point de départ qu'on peut réutiliser pour tout ça. Donc merci beaucoup à toutes les deux, et merci beaucoup à toutes les deux d'avoir relevé le challenge de parler devant nous aujourd'hui. Donc je ne sais pas s'il y a encore des questions. Non, il y a des gens qui disent merci. Et je pense que ça va être je ne sais pas si ici sur place vous avez quelques questions, quelques remarques. Donc en tout cas, merci d'être venu assister à ce tuto en direct. Donc c'était des applaudissements au tuto, ça fait du bien. Donc c'était le 77e tuto. Tu peux remettre tes confettis, qu'ils n'arrivent pas à... Donc c'était le 77e tuto. Le prochain tuto, ce sera le 5 février. On redeviendra en tuto normal, c'est-à-dire sans public. Ce sera un tuto Tactéo, donc on espère quand même y retrouver Anne Garcia Fernandez qui était dans un des copiles. Donc il y a toute l'équipe de Tactéo, donc voilà, dont Anne. C'est une plateforme d'annotation et de transcription automatique, donc on vous attend nombreux le 5 février pour le second tuto de l'année 2026. On vous souhaite à nouveau à toutes et tous une bonne année, et merci à toutes et tous d'avoir été ici en présentiel et à distance, parce que sans vous à distance et sans vous ici le copil en présentiel, on n'existerait pas. Merci à tout le monde. Au revoir.